Commentaire, Jean-Paul Sartre, Être et ne pas être, une émission proposée par Raphaël Enthoven. Je crois que le propre de la philosophie existentielle, comme d'ailleurs du marxisme, c'est qu'il est à peu près impossible de la concevoir autrement que dans la rue, dans le monde, lié à tous les problèmes les plus concrets comme les plus abstraits. Je crois que ceci ne vient pas de l'existentialisme lui-même, mais il vient, comme le marxisme l'a indiqué, des exigences de l'époque. Il y a eu déjà une époque où la philosophie était vraiment une manière de vivre, une attitude et une action. C'était l'époque grecque du temps des stoïciens et des épicuriens. C'était même déjà une lutte et elle reflétait les luttes civiles de l'époque. Pendant très longtemps, la philosophie a été l'affaire des professeurs, mais je crois que c'est l'époque elle-même, ce sont les 100 dernières années et l'évolution de l'histoire qui implique maintenant qu'une philosophie soit de nouveau totalement l'homme dans la pratique, dans l'action et dans ses luttes, qu'elle le reflète et, si elle peut, qu'elle l'éclaire. En 1943, Jean-Paul Sartre fait paraître un ouvrage dont chacune des 678 pages décrit à sa manière les mésaventures de la liberté. Une œuvre ardue et technique qui pourtant, loin de leur tomber des mains, devient très vite le livre de chevet de ses lecteurs. À quel miracle l'être et le néant, ce pavé d'1 kilo, cet essai d'ontologie phénoménologique, comme dit le sous-titre, doit-il de ne pas être indigeste? Est-ce au mélange des genres et des vocabulaires, à l'entrelac du cogito pré-réflexif et du garçon de café, surgit tel un acteur au milieu des concepts, le plateau en équilibre, le geste vif, trop vif, et une serviette sur l'épaule? Au fait que, comme une évidence, Sartre soit de ces philosophes dont la technicité naît de l'expérience la plus ordinaire, que sans forcer sa nature de philosophe, il donne à la pensée le décor de la vie quotidienne? Peut-être. Mais avant cela, avant l'assemblage baroque du concept sublime et du quotidien théâtral, il y a l'intuition limpide, diaphane, transversale d'une réalité humaine qui, selon ses termes, est ce qu'elle n'est pas et n'est pas ce qu'elle est. Autrement dit, d'une liberté qui suscite constamment ses propres obstacles, une liberté à la fois inévitable et toujours compromise. Pour le philosophe insoumis, l'être de l'homme, c'est l'existence. Mais exister, ce n'est pas être à la façon d'une carafe, d'une racine, d'un stylo ou d'un jus d'abricot, tant s'en faut. À l'alternative être ou ne pas être, Sartre substitue l'équation plus improbable selon laquelle être, c'est ne pas être. Notre manière d'être, à nous qui ne sommes jamais quelque chose, c'est de n'être que du néant, de l'incertain, du mouvement indéfiniment tenté par l'immobile. L'homme n'est ni un sujet ni un objet, comme le pense platement Descartes, mais un projet en avant de lui-même, une aventure qu'il nous appartient de vivre avant de mourir, c'est-à-dire avant de redevenir une chose et une proie facile pour ceux qui lui survivent. L'homme est ce qui existe, c'est-à-dire ce qui sort de soi-même. L'homme est un néant, ce qui n'est pas rien, puisqu'il peut tout devenir. Tant que l'homme est en vie, sa façon d'être et d'exister comme ce qui de toutes parts échappe à l'être, car l'intervalle fugace qui sépare la naissance de la mort interdit à la conscience de jamais coïncider avec elle-même pour avoir la pesanteur d'un être inanimé. En lieu et place du divin, Sartre fait donc de ce néant-là, de cet écart avec nous-mêmes, notre condition, notre plus grand péril et notre plus grande chance. L'homme est une liberté malmenée par elle-même, une existence hantée par la volonté mortifère d'être une chose ou un destin. L'être et le néant, c'est une gifle donnée à la partie de nous-mêmes qui veut mourir de son vivant. C'est donc à celui qui veut devenir quelqu'un, qui se regarde dans la glace en prenant la pose, qui confond ce qu'il possède et ce qu'il est, ou qui joue à être celui que les autres voient en lui, qu'il faut recommander comme un viatique, la compagnie du meilleur Sartre. Aujourd'hui, Commentaire se propose, en guise d'introduction à sa lecture, de mêler dans une même conversation les voix de François Georges, directeur du compte-rendu analytique à l'Assemblée nationale, philosophe et ami de Sartre, de Frédéric Worms, maître de conférence à l'Université de Lille 3 et spécialiste de philosophie française, et enfin, bien sûr, de Jean-Paul Sartre lui-même. Sartre avait l'habitude de distinguer, souvent d'ailleurs un peu sommairement, l'écriture philosophique sans travail du style, sur le modèle de l'idiot de la famille par exemple, et l'écriture littéraire qui était elle plus élaborée et qui voulait produire des effets. Et il est frappant de remarquer que dans L'être et le néant, me semble-t-il, on trouve les deux. On trouve des passages philosophiques où effectivement il n'y a
une volonté de ne pas faire d'effet de style et en même temps des situations qu'il décrit en virtuose. Alors, la première question que je vous pose, c'est est-ce que L'être et le néant est une œuvre indécise? Est-ce que c'est une œuvre singulière dans le corpus sartrien? Est-ce que si c'est le cas, est-ce que c'est à ce titre? Frédéric Worms. Bon, L'être et le néant manifeste dès son titre et son sous-titre une sorte de volonté radicalement philosophique, même un peu jargonnante. L'être et le néant, essai d'ontologie phénoménologique. C'est pas le seul cas puisque 20 ans plus tard, même pas 17 ans plus tard, il y a la critique de la raison dialectique, qui est un volume aussi gros, dont le titre affiche tout aussi lourdement l'intention expressément, disons, théorique. Mais je crois qu'en fait, effectivement, il s'agit d'un texte tout aussi écrit que des pièces de théâtre ou des romans ou les essais de Sartre. Deleuze disait très justement que la description du garçon de café, la description même de les scènes sur la torture, les scènes, on a envie de dire, les textes aussi sur les qualités sensibles, sur le visqueux qui termine la L'être et le néant, sont des morceaux de littérature sartrienne à part entière. Mais il faudrait aussi dire l'inverse, c'est-à-dire que dans les textes littéraires, il y a la recherche philosophique à l'œuvre de Sartre lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de distinction. Sartre a voulu la distinction, à mon avis. Il n'a pas fait partie de ces gens qui ont voulu jouer sur tous les tableaux au même moment et de la même façon. Il a assumé un côté délibérément philosophique, c'est-à-dire un retour au principe, et quelque chose comme une déduction, comme une théorie, comme une construction, une création de concepts, mais qui permet l'accès à la description littéraire et inversement. Il y a des communications entre des choses différentes. C'est comme ça que je dirais les choses. C'est-à-dire, c'est ni un mélange constant de philosophie et de littérature, ni évidemment une incommunicabilité radicale. François Georges. Et ce qui est extraordinaire dans L'être et le néant, c'est que c'est un langage philosophique, mais qui est en même temps poétique. Par exemple, il y a cette phrase que je trouve extraordinaire, c'est une trouvaille de langage. Le néant qui surgit, mais le néant qui surgit au cœur de l'homme n'est pas, il est été. Bien sûr. Et Russell, qui était un pur logicien, était furibard. Alors que on comprend très bien ce que Sartre veut dire. Et donc, dans L'être et le néant, il y a un côté presque romanesque, en tout cas l'épopée du sujet, et avec aussi un côté de dramaturgie, la mise en scène étonnante des rapports avec autrui. Et ça fait penser, je pense, une petite anecdote comme ça, qui a été racontée par les anciens. Ils tombent en panne en voiture dans un village. Alors, ils attendent la réparation dans un bistrot. Et ils discutent. Mais Sartre se met à part et il commence à écrire. Et puis la voiture est réparée, on s'en va, et Sartre, 20 ou 30 km après, dit « Oh, j'ai oublié ma nouvelle au café. » Oh, évidemment, on va pas faire demi-tour pour ça. J'avais eu comme une névrose au départ de l'écriture. Au fond, qu'il m'était Jean-Paul Sartre. enseigné, donné par mon bon grand-père, qui m'avait montré, au fond, l'écrivain comme un solitaire de sa tour d'ivoire, etc. Donc, à ce moment-là, mon avenir me paraissait une chose, mais ça allait jusque... Tu sais où? Enfin, je mourrais, mais il va continuer. Je voyais donc une vie absolument nécessitée par la littérature, et puis après je mourrais, mais la littérature continuait, avec mes œuvres dedans. Il est évident que j'ai changé très tard de point de vue. C'est-à-dire, j'ai changé quand j'ai commencé à faire de la politique. Et maintenant, j'en suis débarrassé. Et je ne peux plus imaginer ces vies superbes qu'on donnait aux écrivains autrefois. C'est très frappant, stylistiquement, c'est un feu d'artifice, L'être et le néant. Un feu d'artifice extraordinaire, mais c'est vrai qu'il y a cette complication aussi dans les mots les plus simples. Frédéric Je Worms. me souviens d'un passage où Russell s'énerve en effet et où il montre que pour créer du non-sens, évidemment l'interprétation de Russell, moi je la reprendrai pas du tout à mon compte, il n'y a pas besoin de jargon. Et il citait toujours cette phrase de Sartre, l'être pour lequel il est dans son être, question dans son être en tant qu'un autre que lui, qui définit au fond le pour soi. Et évidemment, c'est une phrase qui n'a l'air de rien, qui est construite avec des petits mots, jamais plus de 2 syllabes, donc il n'y a pas besoin de transcendantalité pour avoir une phrase technique, mais c'est aussi une phrase extrêmement claire dont Sartre justifie tous les éléments et qui définit l'être de la conscience, l'être de la liberté, et qui s'inscrit ensuite dans des personnages de romans et dans la vie concrète. Et donc, c'est une formule, quelque chose de poétique, et qui, en même temps, exprime une vérité philosophique. Oui, l'être pour lequel il est dans son être, Oui. question de son être en tant Oui, qu'autre. il joue avec les mots, mais
brillamment, et en plus, c'est pas de la sophistique, ça correspond à une philosophie rigoureusement pensée. Je crois qu'on ne parlera que de ça. Alors d'ailleurs, il dit, cette fois-ci plus simplement et de façon tout à fait lumineuse, cette phrase que je vous demande de nous expliquer, qui est « De toutes parts, j'échappe à l'être, et pourtant, je suis ». Comment est-ce qu'on peut être et échapper à l'être, François Georges? C'est un raisonnement logique imparable. Si l'être est, ben, il est à la manière de la chose. Ben, moi, je ne suis pas. Et de ce point de vue-là, il y a quelque chose de très frappant dans une pièce de Sartre qui s'appelle « Mort sans sépulture ». C'est l'histoire d'un type qui s'aperçoit qu'il est mort. Et il dit, ben voilà, je me balade, et ben le métro est bondé, les restaurants sont bondés, et je ne manque nulle part. La preuve même que, bon, il n'est rien, il n'a jamais rien été, il n'a jamais été que néant. Oui, mais il y a une différence entre le néant de la conscience et le néant du cadavre. Et c'est justement ce qui fait que je suis ce néant de la conscience. C'est ça que je trouve extraordinaire dans la citation, c'est qu'elle est une conséquence rigoureuse de la phénoménologie. C'est-à-dire du fait que selon Sartre, qui le reprend à Husserl et à Heidegger, toutes les choses ne sont choses que pour moi, pour une conscience. Et donc cette conscience elle-même ne peut rien être, puisque si toute conscience est conscience de quelque chose, elle-même n'est rien. Même les états de conscience, ce qu'on appelle les états de conscience, les sentiments, les douleurs, les souvenirs, ne sont des sentiments, des douleurs, des souvenirs que pour cette conscience. C'est ce que Sartre appelle le psychique, les sentiments, les douleurs, les souvenirs, par opposition à la conscience pure qui, elle, ne peut rien être et ne peut ne rien être, est toujours autre que ce qu'elle est, dit Sartre. Mais évidemment, dire que la conscience est néant, ça ne veut pas dire qu'elle n'est rien. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la citation que vous venez de faire, c'est que j'échappe à l'être, je ne suis rien, je suis néant, et pourtant je suis, parce que cet être néant, c'est mon mode d'être. Le mode d'être de la conscience, c'est de n'être rien, de ne pas être sur le modèle du quelque chose, et d'être toujours autre qu'elle-même, du coup, avec ce qui s'ensuit sur la temporalité, sur la liberté, sur le projet. Et donc, on voit bien que toute l'analyse de Sartre, moi, il me semble, le cœur du problème philosophique de Sartre, c'est d'analyser ce mode d'être de la conscience, c'est-à-dire cette conscience non pas seulement comme condition de possibilité de la connaissance, comme chez Husserl, mais comme notre mode d'être à nous, hommes. On lui reproche très souvent d'avoir traduit le Dasein de Heidegger par réalité humaine. Ça n'est pas un contresens de Sartre sur Heidegger, c'est une objection de Sartre à Heidegger. C'est une objection selon laquelle la conscience, l'être qui vise d'autres choses que lui, cette conscience-là n'est pas une structure abstraite et logique seulement, c'est l'être de l'homme comme tel dans le monde. C'est sa liberté. Et tant qu'il est vivant, évidemment. C'est pourquoi le cadavre, Sartre était hanté par le problème de la mort, même s'il dit que la mort vient toujours par surcroît, que la mort n'est rien pour moi, d'une certaine façon. Il reprend ce grand thème. Il refuse l'être pour la mort de Heidegger, mais quand même, le cadavre a quelque chose de mystérieux, parce que le cadavre, justement, c'est pas un néant. Le cadavre, c'est quelque chose. C'est le moment où je deviens une chose. Et donc, je suis un néant tant que je ne suis pas mort. Bizarrement, je deviens quelque chose par la mort. La mort est ce qui me réduit à une chose. Il ne faut pas avoir peur de la mort comme du néant, il faut avoir peur de la mort comme de l'être. L'être qui saisit le néant. C'est le moment où nous nous figeons. Voilà. Où nous avons un destin, par exemple. Où je suis irréductible à une chose, et d'ailleurs pas seulement dans mon cadavre, mais dans mes livres. On entre dans un mort comme dans un moulin, c'est l'une des phrases les plus célèbres de Sartre. Et le mort devient une chose pour autrui également. Alors, il y a ces deux figures, d'ailleurs cette fois-ci littéraires, de Sartre, qui sont d'un côté, dans la nausée, Roquentin qui est saisi du sentiment de l'aventure, qui se sent bien vivant, qui dans les rues de Bouville entend le cri d'une mouette et se dit qu'en tant qu'il est vivant, eh bien, l'univers des possibles est infini et qui avance et dont chaque pas devient la quête d'un monde nouveau et éternellement nouveau, et donc il a le sentiment grisant de l'aventure. Et puis il y a de l'autre côté de la vie, si j'ose dire, Garcin, dans Huis clos, qui assiste à ses propres obsèques et qui voit sa femme faisant effort sur elle-même pour pleurer et qui constate non seulement que la Terre continue de tourner, comme vous rappeliez ça tout à l'heure, François Georges, à propos de Mort sans sépulture, et en même temps qui s'aperçoit qu'il n'a plus qu'un destin. Il n'est plus que le destin qu'il a eu. En définitive, nous n'avons pas de destin tant que nous vivons, au sens où nous ne sommes pas quelque chose tant que nous vivons. Si l'homme est ce qu'il est, la mauvaise foi est à tout jamais impossible et la franchise cesse d'être son idéal pour devenir son être. Mais l'homme est-il ce qu'il est et d'une manière générale, comment peut-on être ce qu'on est lorsqu'on est comme conscience d'être ?
Si la franchise ou sincérité est une valeur universelle, il va de soi que sa maxime « il faut être ce qu'on est » ne sert pas uniquement de principe régulateur pour les jugements et les concepts par lesquels j'exprime ce que je suis. Elle pose non pas simplement un idéal du connaître, mais un idéal d'être. Elle nous propose une adéquation absolue de l'être avec lui-même comme prototype d'être. En ce sens, il faut nous faire être ce que nous sommes. Dans L'être et le néant, Sartre explore, de façon tout à fait caustique, littéraire, éblouissante, les mille et une façons, les mille et un chemins de traverse que la conscience emprunte, choisit d'emprunter pour surtout ne pas se saisir comme libre, pour ne pas s'éprouver comme libre. Donc, ces mille et une façons que nous avons en fait de nous chosifier, de tenter justement de devenir quelque chose qui est. Et parmi lesquels il y a l'anecdote fameuse, trop fameuse peut-être, du garçon de café. Bon, le garçon de café qui joue à être garçon de café, dont le geste est un peu trop vif, dont les attentions sont un petit peu trop marquées, dont tout est un peu trop fait, n'est-ce pas? Le garçon de café, comme après, dans le même chapitre, la femme de mauvaise foi qui va à une rencontre, ou l'homosexuel dont il parle un peu plus tard, en quoi précisément consiste la mauvaise foi de ces individus? Comment ça marche? Pas plus que Jean Genet n'est un voleur, pas plus que nous ne sommes ceci ou cela, le garçon de café n'est essentiellement un garçon de café. Et donc, en surjouant le rôle du garçon de café, en réalité, il reconnaît qu'il n'est pas uniquement garçon de café ou que être garçon de café est un choix. Et au fond, d'une certaine manière, il le reconnaît, mais il le reconnaît sur le mode de la dénégation, puisque au lieu de choisir la distance avec son rôle, avec ce qui n'est qu'un rôle, d'être garçon de café, il choisit de s'identifier, il cherche par tout son être à être un garçon de café. Et donc, la mauvaise foi consiste toujours à transformer une manière d'être en un être, à transformer un projet d'être en une chose ou en un destin. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'exemple du garçon de café, c'est qu'il s'agit évidemment du spectacle le plus quotidien qui soit. C'est que Sartre prend comme exemple, non pas comme exemple de rapport à soi-même, comme exemple de rapport à sa liberté, non pas une expérience métaphysique, celle dont il part pourtant comme Heidegger, l'expérience de l'ennui ou de l'angoisse qui nous révèle le non-être possible de toute chose, mais il nous révèle dans toutes les attitudes une distance vis-à-vis de nous-mêmes. Le garçon de café est un exemple évidemment aussi extraordinaire parce qu'il est un peu comme le mécanique dans Le Rire de Bergson. Il est quand même un pur rôle social. Il a un uniforme à l'époque, en tout cas on l'imagine très bien, avec son plateau et son tablier blanc. Et donc d'une certaine manière, comment peut-on être garçon de café? Ça n'est qu'un pantin, ça n'est qu'un rôle d'une certaine manière. Considérons ce garçon de café. Il a le geste vif et appuyé, un peu trop précis, un peu trop rapide. Il vient vers les consommateurs d'un pas un peu trop vif. Il s'incline avec un peu trop d'empressement. Sa voix, ses yeux expriment un intérêt un peu trop plein de sollicitude pour la commande du client. Enfin, le voilà qui revient en essayant d'imiter dans sa démarche la rigueur inflexible d'on ne sait quel automate, tout en portant son plateau avec une sorte de témérité de funambule, en le mettant dans un équilibre perpétuellement instable et perpétuellement rompu, qu'il rétablit perpétuellement d'un mouvement léger du bras et de la main. Toute sa conduite nous semble un jeu. Il s'applique à enchaîner ses mouvements comme s'ils étaient des mécanismes se commandant les uns les autres. Sa mimique et sa voix même semblent des mécanismes. Il se donne la prestesse et la rapidité impitoyable des choses. Il joue, il s'amuse. Le piège auquel est pris le garçon de café, c'est qu'il s'identifie à ce rôle au lieu de manifester sa distance vis-à-vis de ce rôle. Et donc, on est pris dans un piège, et être garçon de café, c'est un choix. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que le garçon de café, en mimant le garçon de café, se veut et se fait aisément reconnaissable par autrui comme garçon de café, donc il se met dans la position de celui à qui on peut assigner l'identité de garçon de café indéniablement en disant lui il est vraiment garçon de café,
Est-ce que ça n'est pas aussi une façon d'abjurer ce qui me distingue d'autrui, au sens de ce qui fait de moi un individu, pour me faire coïncider avec l'idée générale que je peux me faire d'une profession, d'un ensemble, d'une collectivité, bref, avec un concept finalement. Est-ce que c'est cette façon qu'on a de vouloir devenir une chose n'est pas aussi une façon qu'on a de devenir un concept? Mais à quoi donc joue-t-il? Il ne faut pas l'observer longtemps pour s'en rendre compte. Il joue à être garçon de café. Il n'y a rien là qui puisse nous surprendre. Le jeu est une sorte de repérage et d'investigation. L'enfant joue avec son corps pour l'explorer, pour en dresser l'inventaire. Le garçon de café joue avec sa condition pour la réaliser. Cette obligation ne diffère pas de celle qui s'impose à tous les commerçants. Leur condition est toute de cérémonie. Le public réclame d'eux qu'ils la réalisent comme une cérémonie. Il y a la danse de l'épicier, du tailleur, du commissaire-priseur, par quoi ils s'efforcent de persuader à leur clientèle qu'ils ne sont rien d'autre qu'un épicier, qu'un commissaire-priseur, qu'un tailleur. Un épicier qui rêve est offensant pour l'acheteur, parce qu'il n'est plus tout à fait un épicier. La politesse exige qu'il se contienne dans sa fonction d'épicier, comme le soldat au garde à vous se fait chose soldat, avec un regard direct mais qui ne voit point, qui n'est plus fait pour voir, puisque c'est le règlement, et non l'intérêt du moment, qui détermine le point qu'il doit fixer, le regard fixé à 10 pas. Voilà bien des précautions pour emprisonner l'homme dans ce qu'il est. Comme si nous vivions dans la crainte perpétuelle qu'il n'y échappe, qu'il ne déborde et n'élude tout à coup sa condition. Mais c'est que parallèlement, du dedans, le garçon de café ne peut être immédiatement garçon de café au sens où cet encrier est encrier, où le verre est verre. J'ai beau accomplir les fonctions de garçon de café, je ne puis l'être que sur le mode neutralisé, comme l'acteur est Hamlet, en faisant mécaniquement les gestes typiques de mon état et en me visant comme garçon de café imaginaire à travers ces gestes. Dans le même chapitre, Sartre parle du soldat qui doit se conformer strictement aux prescriptions du règlement militaire et il conclut « Voilà bien des précautions pour enfermer l'être humain, le pour soi, dans ce qu'il est. » Et également dans le même passage, il dit... L'épicier, qu'est-ce que attend sa clientèle? Qu'il soit un épicier. Il y a cette phrase que je trouve charmante. Un épicier qui rêve est offensant pour la clientèle parce que ce n'est plus tout à fait un épicier. Alors, je pensais que Sartre a très probablement écrit ce passage du garçon de café au Café de Flore pendant la guerre. Tout le monde, beaucoup de gens se retrouvaient là parce que le café était chauffé. Sioran était là et disait que il avait échangé quelques mots avec Simone de Beauvoir, mais pas avec Sartre, qui était toujours en train d'écrire. Et oui, alors, ce qui se pose là, oui, c'est de toute façon la question de l'être, qui est bien posée par Sartre, avec une sorte d'algèbre. Qu'est-ce que l'homme? C'est quelqu'un qui a à être avec ce qui est, et qui même a à être ce qu'il est. Et on ne peut pas être garçon de café comme le percolateur est un percolateur. Alors il faudra choisir, soit dans l'arrogance, soit dans l'humilité, soit dans le surjeu. Mais le garçon de café, néanmoins... La différence entre un garçon de café et un percolateur, en l'occurrence, c'est que le percolateur... il peut être que percolateur. Il peut être que percolateur. Il n'a pas à être... Il n'y a pas de différentes manières d'être un percolateur. Effectivement, mais surtout, il est aisément reconnaissable et puis il est interchangeable. Le garçon de café, avant d'être le garçon de café qu'il ne parvient jamais véritablement à être, d'ailleurs, mais qu'il ne peut que jouer à être, le garçon de café, c'est un individu. Est-ce que ce que Sartre décrit en parlant du garçon de café, ça n'est pas aussi la perte de ce qui fait mon individualité au profit de l'idée que je veux avoir de celui que je suis?
Il s'agit moins d'individualité, c'est-à-dire de préserver sa différence de tel garçon de café par opposition à tel autre garçon de café. De tel individu ou du fait d'être qui garçon de exerce la café profession par de garçon de café. opposition au fait d'être épicier, mais de structure. Il s'agit de la conscience et de la liberté. Je ne suis pas un percolateur parce que le percolateur n'a pas conscience d'être un percolateur et donc il n'y a pas différentes manières structurellement d'être un percolateur. Qu'est-ce qui arriverait si le percolateur se mettait à jouer à être percolateur? Voilà, donc Bon, mais le garçon de café, donc, le problème de la liberté, le problème de la conscience, c'est qu'en effet, on doit l'être. C'est-à-dire, ce qui est une structure devient un devoir. Je ne suis pas juste garçon de café, mais je me rapporte au fait d'être garçon de café. Donc, j'ai à être garçon de café d'une certaine manière ou d'une autre. Et la manière est l'objet de mon choix. Donc, je ne choisis pas d'être, par exemple, mon corps, mais je choisis la manière d'être mon corps. Eh bien, ce devoir, au fond, est presque insupportable pour la liberté et la conscience. Au fond, rares sont les libertés qui s'assument comme liberté. Nous sommes condamnés à être libres, mais la plupart d'entre nous cherchent à se défausser. Et donc, Sartre, qui est moraliste, au fond, le cœur de Sartre, c'est que c'est un moraliste à la grande tradition pascalienne, je veux dire, La Rochefoucauld, Rousseau, enfin, il dénonce les ruses, justement, comme vous disiez, par lesquelles on tente d'échapper à notre condition d'être humain. Eh bien, Sartre, qui est un moraliste, dit la plupart des gens sont comme ce garçon de café qui... ayant à choisir différentes manières d'être garçon de café, font comme si ça leur était imposé, ça n'était pas un choix, font comme si il n'y avait qu'à mettre l'uniforme et à jouer mécaniquement le rôle qui ne nous est jamais en réalité attribué par... Il n'y a pas de metteur en scène. Personne n'a dit « tu seras garçon de café ». Et donc, l'absence du grand metteur en scène rend chaque homme responsable de ce qu'il est. C'est bien ça le fondement métaphysique. S'il y avait un grand metteur en scène qui avait décidé là-haut, à la manière des monades leibniziennes dont le destin est déjà tout écrit dans leur concept, si le fait de franchir le Rubicon était déjà présent dans l'idée de Jules César, si le fait de servir un café à monsieur Jean-Paul Sartre en 1943, boulevard Saint-Germain, était déjà inscrit dans le concept du garçon de café, bon, il n'y aurait plus de liberté. Je considère que la liberté, ce n'est pas une qualité que l'homme a. Il est libre quoi qu'il fasse. Alors prenons un exemple, un homme qui dirait « je ne veux pas faire de politique ». Donc, ma liberté de rester en dehors, c'est un homme qui, d'une part, fera tout de même de la politique par ce refus. Il se classera parmi les anarchistes de droite, par exemple. Et en même temps, il le fera librement. Donc, si vous voulez, devant le problème politique, nous sommes condamnés à être libres. C'est-à-dire que le choix que nous ferons comporte un certain engagement libre. Personne n'est complètement libre en ce sens que... nous ne pouvons être opprimés, exploités, mystifiés que parce que nous sommes libres. Mais d'autre part, l'exploitation, la mystification et les mythes dévient notre liberté et nous la font aller dans un autre sens que nous ne voulons. De sorte que ce que nous faisons en croyant que c'est librement, très souvent, c'est une chose qui est mystifiée par d'autres libertés. Pour vous donner l'exemple le plus simple possible, quand un boxeur fait une feinte, son adversaire croit le frapper, par exemple, sur l'arcade sourcilière. En fait, il ne rencontre que le vide. Et il offre à celui qui a fait la feinte un corps désarmé sur lequel on peut frapper. Il a fait librement l'acte qu'il ne voulait pas faire. Il s'est mis librement au service de l'autre. Vous avez là ce que je veux dire, c'est-à-dire la liberté de l'un a servi de moyen à l'autre pour le traiter comme une chose. De sorte que, si on prend les choses dans un grand ensemble social, nos libertés sont manipulées de telle sorte que, à chaque fois, nous réalisons un acte qui à la fois est libre et à la fois est une exploitation par l'autre.